Bonjour, Philippe Maris. J'aimerais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est le coût de possession des stocks, que je trouve un sujet assez remarquable en 2012, à quel point il est maltraité. Le coût de possession des stocks, tel qu'il est calculé traditionnellement par la plupart des entreprises, recouvre, avec une vue de contrôle de gestion, différents coûts qui sont en particulier les coûts financiers, c'est-à-dire que j'ai immobilisé de l'argent dans les stocks et donc ceci a un coût de possession financière, et ensuite des coûts dits indirects des stocks qui sont du genre l'assurance que je dois avoir pour ces stocks, les coûts de stockage, j'ai un magasin de tant de mètres carrés avec un cariste, avec un inventaire qui doit être fait chaque année, etc. Souvent on s'arrête à ce type de chiffres et on retrouve des coûts de possession des stocks qui sont presque toujours inférieurs à 15%, souvent inférieurs à 10%, parfois seulement 5% de coûts de possession. Donc 5%, ça veut dire quoi? J'ai une pièce qui vaut 100 €, je la garde un an, je dis à mon système que ça m'a coûté 5 € en coût de possession. Voilà. Je trouve ça assez extraordinaire parce que dans de nombreux domaines, on dit en fin de compte que c'est beaucoup plus cher que ça, et pourtant on continue à utiliser les chiffres que je viens de citer. Par exemple, beaucoup de monde, à juste titre, se lance dans des démarches de type lean manufacturing, flux tendu, juste à temps et autres. One Piece Flow, toutes ces idées-là étant de réduire à zéro stock, ou en tout cas réduire de manière très conséquente les stocks. Et l'objectif parfois utilisé de zéro stock présuppose en fin de compte un coût de possession de ces stocks qui est quasiment infini. Et mon idée de base, c'est qu'il faut absolument ne plus rester dans le flou dans ce domaine, entre la sous-évaluation d'un contrôle de gestion tel que je viens de le décrire et celle des slogans qui dit que c'est infini. Il faudrait regarder ceci de plus près. Donc moi ce que je propose, c'est donc déjà de reprendre, parce qu'ils ne sont pas faux, les chiffres traditionnels, mais d'y regarder de plus près et voir ce qu'il faut y rajouter. Donc sur les coûts indirects des stocks, normalement ceci devrait comprendre les coûts d'obsolescence. Quand j'ai acheté quelque chose que je n'arrive jamais à vendre, en tout cas pas comme je l'avais prévu, peut-être en deuxième choix ou prix de la ferraille et si c'est de l'acier, etc. Ceci va me coûter de l'argent. Ces décisions sont souvent prises autour de la fin de l'année, quand on épure son bilan, etc. Ces sommes-là, de mon expérience, plus de 9 fois sur 10, on oublie de les réintégrer dans les coûts de possession. C'est fait en one shot, on ferme les yeux, ça fait mal, on n'en parle plus, mais on laisse on oublie ces sommes, souvent gigantesques, des centaines de milliers d'euros régulièrement pour les entreprises. Voilà. Enfin, moi je propose de rajouter deux autres types de catégories de coûts des stocks. Les coûts du fait que les stocks cachent les dysfonctionnements. Là, c'est ce que beaucoup de gens connaissent sous la forme de l'analogie de la rivière, c'est-à-dire que quand on a des ateliers noyés par ces encours, on va avoir beaucoup plus de mal d'identifier les causes de problèmes qualité, par exemple, ou tout autre dysfonctionnement. Donc, si on a un encours très faible, et qu'entre deux postes de travail, il y a un poste de travail qui détecte qu'il a un problème à cause de la matière qui lui est envoyée par le poste précédent, dans un environnement à très faible stock, il est possible que la production soit encore en cours en amont, ou en tout cas récemment. Et on a beaucoup plus de chances de trouver ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas en amont, et traiter le problème en remontant à la cause. Si on est dans un environnement noyé, avec des semaines de stock, eh bien, quand on va découvrir le problème, on ne se rappellera même plus qui, quand exactement a été en train de produire en amont, et donc on a beaucoup plus de mal à identifier le problème et le traiter. Donc pour moi, c'est un coût conséquent, hein, toute l'approche Lean Manufacturing le dit de manière qualitative tout le temps, il faudrait l'intégrer. Et enfin, une dernière catégorie, que j'appelle moi les coûts d'inertie des stocks.
Les coûts d'inertie, c'est quoi? C'est de se rappeler que plus on a d'encours, plus ces délais de fabrication sont longs, n'est-ce pas? Je double le niveau de mes encours, j'ai des cycles en moyen de production 2 fois plus longs. Donc un stock, c'est un délai de production plus long. Cet aspect-là des choses pour certaines industries est en train de devenir presque prédominant par rapport à toutes les autres catégories dont j'ai parlé. Si on a des niveaux d'encours très élevés, on va avoir du mal à coller à la demande, on va être plus dépendant de ses prévisions de vente, et contrairement à une idée encore malheureusement trop répandue, plus on a d'encours, plus on a des problèmes pour respecter ces délais. Et non pas, comme on entend parfois, si j'ai beaucoup d'encours ou beaucoup de stock, je serai bien protégé contre le problème de respect de délai. Cas après cas, on voit exactement l'inverse, je le répète, plus on a de stock et d'encours, moins bons sont ces respects de délai, en général, parce que on a en fin de compte de plus en plus de manquants, on n'a pas les bons, justement à cause de ce phénomène d'inertie. Pour cette dernière catégorie, moi je propose en fin de compte que ces coûts-là doivent être mesurés par rapport à la moyenne de son secteur. C'est-à-dire que ce qui est surtout mortel ici, c'est par exemple d'avoir 2 fois les encours de sa concurrence. Parce qu'on va être tout le temps en train de réagir par rapport au mouvement du marché. On aura des cycles plus longs que ses concurrents. Et que ce soit pour coller à la demande pour ces produits ou lancer des nouveaux produits, etc., à chaque fois on sera en retard, à chaque fois on sera deuxième ou dernier. Donc il est très important de les réduire, et dans certaines industries, ce coût-là est un des plus importants. Voilà, donc ces choses-là. Autre point que moi je souligne, c'est que probablement les coûts dont je viens de parler sont assez différents selon qu'on parle de la matière première, des encours et des produits finis. Si vous réfléchissez à ce que j'ai dit, c'est pas exactement la même chose pour chacune des catégories. Et donc, bref, le problème est un peu plus complexe qu'on veut bien le dire à travers un seul chiffre de coût de possession. Et ce que je souligne, c'est qu'il est important dans le monde actuel, si on est convaincu qu'effectivement il faut réduire ses stocks, que d'essayer de mieux cerner. On n'aura jamais un calcul particulièrement précis sur le genre de sujet que j'ai indiqué, mais quelque chose qui est du bon ordre de grandeur. Et quand on m'annonce qu'on a un coût de possession des stocks à 5 ou 10%, je comprends vite qu'on va avoir des problèmes là-dessus, parce que pour moi, et j'en ai vu de nombreux cas, les coûts de possession peuvent facilement dépasser les 50%, voire dans certains cas dépasser les 100% par an. C'est-à-dire que j'ai une pièce qui vaut 100 € dans mes stocks, je l'ai gardée 1 an, ça m'a coûté déjà 100 € en coût de possession des stocks, pour les raisons que j'ai évoquées. Sur ce point-là, le texte d'une dizaine de pages qui précise plus dans le détail ce que je viens de résumer est à votre disposition sur le site Management par les contraintes. Merci. Au revoir.